Chapitre 8. La première espèce à figurer sur la liste des découvertes biologiques des Elohim fut bien évidemment celle des arbres rouges. Ceux-ci possédaient un feuillage rouge en raison de la sphère de Dyson que les Hélios avaient érigée plusieurs millions d'années plus tôt et qui empêchait encore aujourd'hui les rayons de leurs astres d'atteindre la surface. La sphère faisait donc office d'abat-jour, réduisant considérablement l'intensité de la lumière sur la planète. En réponse à cette diminution, les arbres rouges avaient peu à peu rougi leurs feuilles afin de faciliter la photosynthèse. Si la plupart des plantes avaient plutôt opté pour l'appauvrissement de leurs effectifs énergétiques, les arbres rouges n'avaient pas renoncé et ils étaient maintenant les rois de leur écosystème. Les arbres rouges mesuraient en effet entre 30 et 60 mètres de hauteur, ce qui les faisait ressortir de la ville-forêt qui contenait d'autres sortes de plantes et d'arbres qui faisaient pâle figure face à leurs contemporains au feu rouge. Mais malgré leur imposante présence, ces derniers maintenaient leur démographie à un nombre raisonnable, ce qui permettait au reste de la flore locale de vivre une vie paisible sans être menacée d'extinction. L'abstinence sexuelle qu'observaient les arbres rouges était causée par le processus complexe qui devait être accompli pour leur reproduction et non par nécessité. Pour assurer la reproduction de l'espèce, ils poussaient un fruit sucré toutes les décennies, ce qui attirait un type de primate rare dans les environs. Ceux-ci dévoraient le fruit et laissaient le noyau par terre. Habituellement, rien ne poussait, mais à de rares occasions, le noyau était correctement disposé à prendre de l'expansion et à se métamorphoser en arbre rouge. La plupart du temps, les primates voyageaient en petits groupes de 5 à 10 et parcouraient les forêts-villes en quête de fruits tant convoités. Les petits groupes nomades faisaient le même parcours parmi les villes depuis plusieurs milliers d'années. Conséquemment, les arbres rouges ne poussaient pas ailleurs que dans ce petit périmètre. Les groupes de primates étaient peu nombreux et isolés les uns des autres. Les arbres devaient donc généralement attendre une cinquantaine d'années avant de tomber sur un de ces groupes, ce qui limitait grandement leurs chances de reproduction. Pour compenser, les arbres rouges pouvaient vivre jusqu'à 900 ans. Pendant tout ce temps, ils ne cessaient jamais de prendre de volume et de la hauteur. Les arbres les plus âgés étaient donc les plus impressionnants, et même les Elohim n'en furent pas indifférents. Mais hors des forêts-villes, l'atmosphère était entièrement différente. Quelques siècles après la dématérialisation des Elohim, les Hélios s'éteignirent complètement, en raison du manque de nourriture et des déchets radioactifs qui avaient considérablement réduit leur qualité de vie. Leur disparition laissa donc place à quelques espèces animales qui prirent rapidement le contrôle des régions les plus urbaines, maintenant devenues des déserts radioactifs. Parmi celles-ci se trouvaient les Hesperos, une espèce de reptile discrète mais étonnamment intelligente. Pendant les millions d'années qui suivirent l'extinction des Hélios, ils eurent le champ libre pour évoluer sans prédateurs pour leur faire obstacle. Lorsque les Elohim revinrent, les Hesperos, une espèce dont les ancêtres avaient côtoyé les Hélios, étaient dans le bon chemin pour atteindre la conscience. Ils s'étaient transformés en bipèdes dont les pattes avant avaient été reconverties en mains écaillées et préhensiles. Leur queue avait considérablement rapetissé et progressait vers sa complète disparition. Sous cette nouvelle forme, les Hesperos qui avaient connu les Elohim étaient maintenant devenus les Eos. Voyant cette espèce encore fragile, les Elohim regagnèrent espoir en leur planète natale et ses nouveaux habitants. De peur de les déranger et d'interrompre leur évolution, les Elohim décidèrent de quitter le système planétaire et de revenir dans quelques millions d'années pour voir leur progression. Cette crainte de déranger le cours de leur évolution était irrationnelle, mais les Elohim avaient développé une certaine admiration pour les êtres vivants ayant atteint un stade supérieur à celui d'une blatte, car ceux-ci étaient incroyablement rares dans l'univers. Être présent plus longtemps sur la planète leur semblait donc un sacrilège. Chapitre 9. Lorsqu'ils quittèrent leur système planétaire pour une deuxième fois, les Elohim avaient changé. En y entrant, ils étaient des êtres flegmatiques et distants, se contentant de faire des observations et d'émettre des hypothèses plutôt que d'expérimenter et d'innover. En y sortant, ils étaient maintenant dotés de réelle curiosité et d'un regain de créativité. Pendant des millions d'années, ils avaient regardé et pensé, ne laissant aucune trace derrière eux. Pour les Elohim, l'équivalent immatériel des connexions neuronales ne nécessitait qu'une infime quantité d'énergie, ce qui signifiait qu'ils n'avaient presque rien fait qui aurait pu accélérer l'entropie. Leur impact énergétique était donc tout à fait négligeable. Même leurs armadas de robots avaient fini par être désactivés.
Les Elohim n'en avaient fait aucun usage jusqu'à cet instant, mais les choses allaient changer. Un jour, Atum, un des Elohim étant retourné sur leur planète, réactiva ses robots. Leur vaisseau gigantesque avait flotté dans le vide intersidéral en attente d'ordre. La pensée de cet Elohim était instantanément parvenue au vaisseau, malgré les nombreuses années-lumière qui les séparaient. Puis, en quelques nanosecondes, les lumières de tous les vaisseaux d'Atum se rallumèrent et tous les robots se remirent en marche pour se diriger à une dizaine d'années-lumière de la planète d'où provenaient les Hélios. Les vaisseaux avaient été rigoureusement aseptisés au préalable, de sorte que rien n'avait pu détériorer les machines durant leur sommeil. Celles-ci n'eurent donc aucun problème à exécuter les étranges ordres que venait de leur soumettre leur chef. Certains vaisseaux se séparèrent du reste de la flotte et allèrent chercher une quantité précise d'éléments de toutes sortes. Les vaisseaux reçurent l'ordre de placer ces éléments à un endroit précis, en périphérie de la Voie lactée, là où la lumière des étoiles se faisait faible, mais suffisante pour être distinguée à l'œil nu. Aluminium, fer, calcium, sodium, potassium, magnésium, hydrogène et oxygène furent tous des éléments qu'un premier groupe de robots alla chercher. Puis Atum ordonna à ses robots d'assembler les éléments d'une certaine manière, de sorte que l'on obtint la Terre. À sa surface, on pouvait voir une grande étendue d'eau, et au-dessus d'elle se trouvait le ciel. La Terre plaisait à Atum, car il savait qu'elle correspondait parfaitement à ce dont il avait besoin pour accomplir son plan ultime. Sur la Terre se trouvaient des tâches bien distinctes, pouvant être classées en deux catégories, la Terre et la mer. Un groupe de robots alla alors chercher de l'hydrogène, puis, par un processus que seuls les Elohim connaissaient, l'hydrogène créa une étoile que l'on appela le Soleil. Ce processus, avec la création de la Terre, prit plusieurs millions d'années à lui seul, mais l'Elohim à l'origine de cette commande n'était pas impatient. Lorsque le dosage de l'astre avait atteint la perfection, il perça les ténèbres et le jour se leva sur un nouveau système planétaire que l'on appela le système solaire. On plaça la Terre dans ce système planétaire, puis on lui donna la Lune, un satellite qui vint éclairer les nuits terrestres. Voyant que le résultat était satisfaisant, Atum passa à l'étape suivante. Sur la Terre, il plaça un soupçon de la vie sous sa forme la plus primitive qui, grâce aux conditions presque parfaites de la Terre, put évoluer à un stade qu'aucun autre monde n'avait encore atteint, mis à part celui d'où provenaient les Elohim. Atum la plaça dans la mer et dans le ciel pour qu'elle se développe et fasse des animaux complexes. Ensuite, il mit des organismes unicellulaires sur le sol pour qu'elles se développent et se transforment en insectes, en reptiles et en de nombreuses autres espèces sauvages pour peupler la Terre. Puis, de cette vie sauvage, vint l'être humain. Chapitre 10. L'histoire de l'être humain fut plutôt compliquée, mais cela était nécessaire pour qu'il puisse atteindre la conscience et le gain d'une âme par la même occasion. Cela était le souci principal d'Atum. Au balbutiement de la vie sur Terre, l'Elohim avait souhaité expérimenter sur différentes espèces à partir d'un ancêtre commun. Cela nécessitait la séparation d'animaux d'une même espèce en différents groupes qui ne pouvaient se mélanger. Ensuite, ils étaient exposés à des environnements distincts et suffisamment hostiles pour que l'espèce évolue dans une voie entièrement différente des autres groupes. Le processus nécessitait obligatoirement plusieurs milliers d'années si l'on souhaitait un résultat optimal. Certaines modifications pouvaient être faites en l'espace de quelques générations en utilisant la perte d'informations, mais cette technique avait des limites définies. Ainsi, on favorisa la macroévolution, quitte à ce qu'elle prenne plus de temps à faire son œuvre. De plus, cette dernière méthode avait pour avantage de laisser un grand nombre de gènes inutilisés dans l'ADN, ce qui faciliterait les potentielles modifications génétiques artificielles que pourrait effectuer Atum si l'envie lui prenait. Les premières expérimentations permirent la naissance d'animaux marins et aériens. Dès le début, Atum voulait créer deux types diamétralement opposés afin d'étendre les possibilités au maximum. Sur sa planète natale, les animaux marins s'étaient peu développés et s'étaient séparés en un nombre d'espèces différentes, hautement limité. Le climat des océans s'était montré trop agité, ce qui avait obligé la vie à sortir de l'eau, mais l'avait empêché de créer des embranchements dans la généalogie marine sans que celle-ci soit éliminée peu de temps après leur apparition. Si les oiseaux ne montraient aucun potentiel de sentience, contrairement à ce que l'on pouvait croire, Atum pouvait entrevoir le potentiel de certaines espèces marines, telles que les pieuvres et les dauphins.
Toutefois, il décida d'explorer les formes de vie terrestres, dans l'espoir de trouver une enveloppe corporelle plus apte à accueillir une âme. N'ayant qu'une seule espèce sentiente sur laquelle se baser, Atum dut y aller à tâtons, afin d'identifier les caractéristiques des Hélios qui avaient été nécessaires à leur obtention de la sentience et d'éliminer le reste. Toutefois, parmi les animaux terrestres, une espèce ayant un potentiel inégalé se présenta. Bien que les fourmis et les tortues attirèrent l'attention de l'Élohim, ce sont les primates qui semblèrent le plus enclins à évoluer vers une forme de vie consciente. C'est donc à partir de cet ordre animal que commença l'ultime projet d'Atum. À partir des vagues ébauches de primates simiformes, les primates hominoïdes se développèrent. Les primates de cette étape de l'évolution n'avaient pas de queue, ce qui était une caractéristique importante menant à des êtres moins arboricoles, mais plus agiles de leurs pattes. Leurs ancêtres passaient pratiquement toute leur vie dans les arbres, ce qui n'était pas le chemin que souhaitait prendre Atum. Puis vinrent les hominidés. Ceux-ci avaient des pattes avant moins musclées en raison de leur lente progression vers un mode de vie moins arboricole, mais elles étaient plus préhensiles. Ce changement les amena vers le genre Homo, et son étonnante démarche surpassa la verticalité toujours plus prononcée des précédentes. À ce stade, les primates appartenant au genre Homo étaient bipèdes. Cela leur donnait un air plus délicat en raison d'un bassin plus aminci, permettant un meilleur équilibre lorsqu'ils étaient debout. Face à cette cataplexie évolutionnaire de toute apparence nuisible à la survie de l'espèce, leur cerveau se développa considérablement, ce qui permit de compenser leur chétivité. Du genre Homo, de nombreuses espèces se développèrent, mais une seule put survivre, l'Homo sapiens. Chapitre 11. Si on le comparait aux autres primates, l'Homo sapiens semblait provenir d'une toute autre lignée. Même l'ancêtre commun qui reliait les gorilles et les hommes était ridiculement éloigné. Ce détail plus qu'important menait certains membres de la race humaine à douter de leur lien de parenté avec les autres primates. Mais le phénomène pouvait aisément être expliqué par les modifications qu'avait artificiellement apportées Atum afin de pousser l'Homo sapiens à son maximum. En temps normal, ils auraient été bien plus semblables aux gorilles et auraient gardé des traits plus sauvages, ainsi que la capacité préhensile de leurs mains auraient été plus faibles malgré leur bipédie. Naturellement, les humains se tenaient en groupes de 50 à 150 personnes. Ces groupes nomades pouvaient ensuite être séparés en plus petits groupes d'une douzaine d'individus vivant ensemble et partageant leurs biens. Pendant plusieurs milliers d'années, l'espèce tenta comme elle le pouvait de survivre à tous les problèmes que la nature mettait sur son chemin. De maigres innovations et découvertes purent être faites, mais l'espèce stagnait plus qu'elle n'avançait. Peut-être avait-elle pu inventer quelques outils primitifs, facilitant la chasse, mais ce n'était qu'un maigre prélude à ce que l'on appellerait un jour la technologie. Atum savait exactement ce qui pourrait permettre aux humains de progresser, mais il ne pouvait se permettre de les pousser vers cette découverte. L'être humain se rapprochait lentement mais sûrement de la conscience, mais l'élément déclencheur ultime qui le permettrait ne pouvait être lancé sans la découverte que devaient effectuer les humains. Le cerveau humain continua donc de s'améliorer malgré la stagnation de l'espèce. Les humains étaient déjà des réceptacles adéquatement constitués pour contenir une âme, mais ils n'étaient pas encore arrivés à maturité en tant qu'humanité. Puis, après de trop nombreuses années de stagnation, les humains découvrirent le feu. Par le biais de cette découverte, les humains parvinrent à habiter dans des régions au climat plus aride et où les prédateurs se faisaient plus dangereux. Cela permit leur dispersion sur un territoire bien plus large qu'il ne l'avait jamais été, ce qui créa des tribus et l'invention des cultures distinctes. De plus, le feu permit l'invention de la viande cuite, procurant plus d'énergie aux humains et éliminant au passage les bactéries nocives, ce qui permit une meilleure qualité de vie et une grande longévité. À partir de cette simple découverte, l'humanité put peu à peu réaliser son réel potentiel et son développement génétique, culturel et intellectuel accéléra conséquemment. Après le feu vint le langage, et avec le langage vint la conscience. Peu d'années après l'invention du langage, Atum décida qu'il était temps pour lui de passer aux choses sérieuses et de mener son expérimentation un peu plus loin afin d'assouvir sa curiosité sans limite. Il avait créé un système planétaire doté d'une planète dans laquelle on pouvait rencontrer le deuxième écosystème le plus avancé n'ayant jamais existé à la connaissance des Elohim. Mais la vie s'était développée à partir d'organismes unicellulaires, provenant d'une autre planète,
et Atum n'avait fait qu'assister l'évolution naturelle à quelques occasions uniquement. Le but ultime était de créer la vie à partir de matériaux inanimés. Entre cela et l'expérience qu'il venait de faire, de nombreuses étapes devaient être franchies, mais Atum n'allait pas abandonner pour autant. Un Elohim à tendance démiurge comme Atum ne pouvait donc pas se contenter de cela. Il lui fallait tenter des manipulations génétiques plus approfondies, et il n'y avait rien de mieux qu'une espèce sentiente pour cela. S'il était fier de sa création, Atum n'avait pas de respect à son égard. C'est donc sans aucune pitié qu'il envoya ses robots sur Terre pour amener un échantillon de la race humaine sur ses vaisseaux. Chapitre 12. À partir d'un petit vaisseau spécialement conçu pour cette tâche, des robots vinrent atterrir leur cage volante et en sortir, dans le but d'aller chercher quelques humains. Afin d'obtenir les résultats les plus concluants, ils durent aller chercher une bonne centaine d'humains, hommes et femmes de tout âge et de tous les recoins habités de la planète. Ainsi, plusieurs tribus furent les victimes d'enlèvements discrets. Pendant la nuit, ou lorsque quelqu'un s'éloignait du groupe suffisamment pour que des cris ne soient pas entendus, les enlèvements se faisaient avec une simplicité déconcertante, pour des robots aussi spécialisés et avancés que ceux des Elohim. Leur force et leur ingéniosité étaient hautement supérieures à celles des humains, et aucun d'entre ceux qui constituaient l'échantillon ne put s'enfuir une fois que les robots les eurent choisis. Mais si ces robots étaient supérieurs aux humains et à toutes les autres formes de vie biologique connues, ils n'étaient rien aux yeux des Elohim. Ils n'avaient aucune curiosité, ne prenaient aucune initiative, ne faisaient aucune revendication et n'étaient capables d'aucun manquement face aux règles et consignes auxquelles on les soumettait. Pire encore, ils n'avaient aucune conscience de leur existence et se limitaient à une perception préétablie. En réalité, il était possible que les robots soient à un certain niveau dans l'échelle de la conscience. Mais si c'était le cas, ils ne manifestaient autant que le faisait une roche. Il était donc impossible de prouver ou de réfuter la théorie affirmant leur capacité à ressentir quoi que ce soit, de la même manière que l'on ne pouvait prouver ou réfuter que les roches étaient dotées d'une psyché. Après tout, ces robots n'étaient qu'un amalgame de minéraux adéquatement agencés afin de former une entité capable de répondre aux besoins matériels des Elohim. L'un de ces besoins fut d'ailleurs comblé lorsque la centaine d'êtres humains fut emmenée sur le vaisseau. À aucun moment durant leur voyage, ces humains ne purent communiquer entre eux, ni même être informés de la présence de leurs semblables. Ils furent simplement jetés dans des cellules aveugles, dans lesquelles se trouvait tout ce qui était nécessaire à leur survie pour un séjour d'une dizaine d'heures. Une fois retourné parmi le reste de la flotte, maintenant en orbite autour du Soleil, le vaisseau entra dans un autre encore plus gros et les humains y débarquèrent et furent transportés jusqu'à un laboratoire sur mesure conçu pour l'étude de leur corps ainsi que pour leur modification. En réalité, l'observation des humains n'était d'aucune utilité aux yeux d'Atum, mais cela était nécessaire pour les robots qui allaient manipuler et assister l'Elohim dans ses opérations génétiques. Ainsi, une douzaine d'humains furent disséqués et chacun d'eux fut étudié dans une approche différente, de sorte que le corps humain n'ait plus aucun secret aux yeux de la banque de données collectives de la myriade de robots utilisés pour les futures opérations. Ainsi préparés, toutes les précautions avaient été prises et tout était prêt pour que les modifications puissent commencer. Chapitre 13. Avant de commencer ses expériences, Atum aurait très bien pu s'informer auprès des autres Elohim. Il aurait non seulement appris qu'il n'était pas le premier à tenter la manipulation génétique, mais il aurait aussi découvert que cette pratique était plus ardue à maîtriser qu'elle n'y paraissait. Alors qu'Atum s'amusait à créer le système solaire et ses habitants, par des processus longs et complexes qui n'avaient parfois aucune utilité apparente, d'autres Elohim étant retournés sur leur planète natale et ayant ressenti les mêmes envies démiurgiques que ce dernier, étaient déjà passés à l'action et avaient tenté des modifications sur les formes de vie primitives, précédemment découvertes lors de leur longue période d'errance. L'un d'entre eux, par exemple, tenta ses premières modifications sur une espèce s'apparentant aux fourmis que l'on pouvait retrouver sur la Terre. Il essaya premièrement de leur faire pousser 2 nouvelles pattes, dans le simple but de les transformer en une nouvelle espèce d'arachnide. Après de trop nombreux essais, non concluants, il crut comprendre que son expérience était impossible. Alors il tenta l'expérience inverse, et essaya d'enlever 2 pattes au lieu d'en ajouter 2.
Si l'ajout d'informations était trop compliqué, peut-être était-il plus simple d'en enlever. Ces essais nécessitaient la même approche que ceux des expérimentations précédentes et furent donc voués à l'échec. Les modifications étaient en réalité faites à partir de la semence des mâles, on en modifiait l'ADN, puis on inséminait le résultat artificiellement dans une reine qui, après quelque temps, pondait des œufs résultant du mélange des gènes modifiés du mâle et de celles incontrôlées de la femelle. L'Élohim soupçonnait que ce dernier détail était à l'origine de son échec, mais c'était en fait son approche par rapport au problème qui était déficiente. Lorsqu'il s'en rendit compte, une partie du problème fut réglée. Au lieu de procéder par insémination artificielle, il alla directement à la source et modifia l'ADN d'une fourmi déjà existante. Comme pour la grande majorité des autres espèces découvertes, il était impossible de modifier l'ADN d'une fourmi sans passer par l'intermédiaire de ses cellules germinales et par les fruits de celles-ci. Toutefois, cette impossibilité pouvait devenir affirmative si l'on était en moyen de remplacer entièrement le sang d'un individu par du sang artificiellement conçu et contenant de l'ADN suffisamment semblable au sien pour qu'aucun changement inattendu ne survienne. Pour procéder à une telle opération, on devait endormir la fourmi de sorte que son rythme cardiaque soit suffisamment ralenti pour pouvoir entièrement remplacer son sang en l'espace de 2 battements de cœur. Après maintes essais, on parvint à cela. La seule modification ayant été faite dans son ADN consistait en une suppression complète de toutes les informations concernant ses pattes arrière. De cette manière, le reste de son corps oublia les dites pattes et celles-ci finirent par tomber, sans causer aucun dégât. C'était une bien piètre avancée pour des êtres étant parvenus à la dématérialisation et ayant vécu plusieurs millions d'années, mais cela illustrait parfaitement la difficulté que représentait la modification génétique. Toutefois, ces tentatives et la contrariante manière par laquelle elles se terminèrent n'étaient pas connues d'Atum, qui se lança donc innocemment dans une tâche plus complexe qu'il ne s'y attendait. Chapitre 14. Pour commencer les expérimentations, Atum préféra rester sobre dans ses expérimentations biologiques, souhaitant un minimum de complications. La manipulation génétique était un art et non une science. Même en connaissant tout sur le sujet, on ne pouvait pas opérer du premier coup, sans que son manque d'expérience paraisse. Car c'était à force d'essayer que l'on parvenait à comprendre et à contrôler les manipulations. C'est donc par l'essai-erreur seulement que l'on arrivait à acquérir des compétences en la matière. Atum procéda directement par cette méthode, tentant une simple expérience qui consistait en grande partie en ce qui pourrait se traduire en une rature des bouts d'ADN non souhaités. Pour le reste, l'ajout des paires de bases azotées dans les doubles hélices d'ADN n'était qu'un supplément permettant d'optimiser le résultat final sans en changer sa nature. La première expérience fut donc de stopper le développement d'un être humain à sa phase fœtale. Même s'il leur était impossible de croître, les fœtus accumuleraient encore les nutriments nécessaires pour y parvenir, ce qui provoquerait un dérèglement qui produirait une quantité de bioénergie non négligeable. Bien évidemment, cette expérience était purement pédagogique, et l'énergie produite était inutile aux yeux d'un être capable de construire une sphère de Dyson autour de n'importe quel astre. L'énergie solaire que produisait un tel engin était considérablement plus importante que celle produite par un simple fœtus humain, d'autant plus que les coûts de production étaient bien plus élevés pour un dispositif de fœtus que pour une sphère. Du moins, si les connaissances en bio-ingénierie n'augmentaient pas exponentiellement et que l'on ne faisait aucune découverte permettant la simplification et l'automatisation d'un éventuel système de fœtus connectés et capable de s'alimenter par eux-mêmes. Toutefois, de telles élucubrations étaient bien trop prématurées, puisqu'Atum ne faisait que commencer, ce qui n'était qu'un simple projet ludique et sans ambition, autre que d'explorer le champ de possibilités que lui offrait la manipulation génétique. Pour commencer, Atum créa une banque de spermatozoïdes à partir de la semence de tous les mâles humains sur le vaisseau. De tous les gamètes mâles récoltés, Atum analysa leur potentiel et les compara dans le but de garder ceux qui étaient les plus prometteurs dans l'expérience auquel il les soumettrait. De cette manière, les modifications génétiques seraient limitées au strict minimum. Des milliards de spermatozoïdes récoltés, un seul fut conservé et cloné, de sorte que tous les fœtus soient le plus similaires possible les uns des autres. De plus,
On les modifia pour empêcher leur épanouissement à partir de la 30e semaine de gestation, et l'on facilita l'extraction potentielle d'énergie en ajoutant un peu d'information dans l'ADN. Ces spermatozoïdes furent ensuite inséminés chez les femelles humaines. Après 12 semaines de gestation, les fœtus étaient extraits du ventre de leur mère par césarienne, puis incubés dans des réceptacles prévus à cet effet. Finalement, après avoir reproduit ce processus une bonne dizaine de fois, Atum parvint à obtenir un taux de réussite suffisant. À la 30e semaine, comme prévu, les fœtus stoppaient leur croissance et se mettaient à produire un excédent d'énergie qui était récolté et transformé en énergie fossile afin de permettre la propulsion du vaisseau. Atum n'eut aucune considération pour les fœtus humains qui se voyaient condamnés à une telle forme. Leur cerveau sous-développé ne leur permettait pas de comprendre ce qu'il se passait, mais ils pouvaient tout de même ressentir la souffrance physique et psychologique qu'on leur faisait endurer. Atum aurait très bien pu faire l'expérience sur une espèce terrestre qui ne possédait pas d'âme, mais il choisit tout de même les humains. Néanmoins, cela n'était que le début d'une longue série de tragédies et d'horreurs innombrables. Chapitre 15. Si on la comparait aux autres tentatives de modification génétique qu'avaient faites les Elohim, celle des batteries humaines était un succès retentissant. Bien sûr, les premières portées de fœtus permanents ne furent pas aussi réussies que la dernière. Certains fœtus avaient tout simplement continué de grandir et l'on avait dû les tuer. D'autres étaient parvenus à maintenir un semblant de forme fœtale, mais certaines parties du corps avaient continué de croître, ce qui les avait lentement transformés en êtres difformes, poussant dans leurs incubateurs comme des plantes envahissantes. Lorsqu'un tel phénomène se produisait sur des organes internes, les fœtus avaient tendance à exploser, faisant parfois monter la pression de leur incubateur jusqu'à ce qu'ils cassent et que les restants humains se déversent dans la salle d'incubation. Ces diverses erreurs étaient en fait possibles uniquement à cause des gènes de la génitrice, qui avaient parfois de la difficulté à correspondre avec ceux de la semence modifiée. Atum n'avait ensuite qu'à apporter quelques modifications génétiques dans le modèle du spermatozoïde de la vague d'essai suivant. À force de poncer les gènes du gamète mâle, on obtint un taux de réussite largement satisfaisant, mais les efforts fournis pour y arriver furent trop importants aux yeux d'Atum. De plus, rien ne garantissait que l'on arriverait à des résultats aussi bons dans les tentatives ultérieures. L'expérience des batteries humaines était d'une simplicité probablement trop prononcée pour pouvoir établir une constante dans la réussite des expériences génétiques. Atum enchaîna donc avec un autre projet un peu plus ambitieux, cette fois-ci. Le but premier de l'expérience était déterminé, mais il manquait de précision. Malgré cela, Atum décida qu'il était temps de le mettre en action. À partir des sujets humains, il souhaitait créer une espèce à part entière, complètement dissociée de la matière de base. Le grand défi de l'expérience était de créer des individus fertiles, même s'ils étaient intrinsèquement artificiels. Afin qu'ils ne ressemblent pas trop aux Homo sapiens, Atum leur procura une deuxième paire de bras, ce qui leur valut le nom de quadribrachium. En outre, il modifia sévèrement les traits du visage et élimina les oreilles externes. Pour arriver à un tel résultat, Atum utilisa la même méthode que dans l'expérience précédente. Mais cette fois-ci, il devait travailler sur des spermatozoïdes ayant tous une provenance différente, afin de garder le patrimoine génétique élargi que possédaient déjà les êtres humains, tout en les gardant suffisamment semblables les uns des autres afin qu'ils puissent se reproduire. Cela lui permettrait aussi de limiter les problèmes de consanguinité. Comme anticipé, les premiers essais furent des échecs partiels. On ne parvenait pas aux résultats escomptés, mais des avancées importantes étaient faites à chaque fois. Puis un jour, on parvint à créer un individu capable de survivre sans assistance médicale. Le bambin fut alors immédiatement transféré dans un vaisseau de garderie, dans lequel il fut accueilli par des robots infirmiers. À partir de cette réussite, de nombreux autres survinrent, et la garderie se remplit progressivement. Puis le jour vint où la plupart des sujets arrivèrent à maturité. On constata rapidement qu'il leur était possible de se reproduire et de donner naissance à des enfants viables. Sans plus attendre, ils furent transportés dans un monde habitable dans lequel des êtres vivants primaires habitaient déjà. On les laissa sur cette planète sans leur fournir d'aide extérieure. Les quadribrachium furent suffisamment intelligents pour se trouver à manger et survivre dans l'environnement dans lequel on les avait jetés. Peu à peu, ils se développèrent sur la planète et les nouveaux arrivants parvinrent à subvenir à tous leurs besoins et à survivre.
Malheureusement, et contrairement à la Terre, la planète sur laquelle vivaient les quadribrachiums ne possédait pas une activité volcanique favorable à l'évolution des espèces qu'elle abritait. Ils se virent donc dans l'obligation de progresser au même rythme que les formes de vie extraterrestres locales. Chapitre 16. Toutefois, ce calme ne fut que temporaire, et l'on se rendit rapidement compte qu'au fil des générations, de plus en plus d'individus développaient des malformations au niveau du visage, obstruant parfois leur vision et, à de rares occasions, leur voie respiratoire. De surcroît, les nouvelles générations étaient plus sujettes à des arrêts cardiaques. Mais ces rares occurrences se multiplièrent et l'espérance de vie tomba en chute libre. Alors que l'histoire de l'espèce ne faisait que commencer et se faisait déjà hautement prometteuse, un simple problème de santé généralisé à travers toute l'espèce les menaça d'extinction. Lorsqu'il les avait abandonnés sur la planète, Atum avait pris la précaution de faire surveiller leurs avancées par des robots. Il n'avait aucune curiosité concernant ce qu'allait devenir sa création, car leur intellect était infiniment inférieur au sien, et donc dépourvu d'intérêt autrement que d'un point de vue purement scientifique. Toutefois, il savait qu'un jour, il pourrait tout de même atteindre la dématérialisation comme l'avaient fait les Hélios auparavant, et devenir une menace pour les Elohim. Si une telle hypothèse devenait réalité, Atum savait que la réaction des autres Elohim ne serait pas en sa faveur. Jusqu'à maintenant, l'existence des humains et des diverses expériences génétiques qu'il avait et allait faire n'avait pas été rapportée aux Elohim. Bien sûr, ceux-ci n'avaient pas tendance à communiquer entre eux pour de telles futilités. Mais si les humains et leurs descendants devenaient plus que ce qu'ils étaient actuellement, il était évident que les Elohim souhaiteraient en être informés. Tant que les Elohim étaient suffisamment éloignés de la Terre et que les âmes humaines étaient emprisonnées dans une cage de chair, il n'y avait aucune chance que leur existence soit découverte, et Atum comptait s'assurer que cela reste ainsi. C'est donc pour cette raison qu'il avait placé des robots pour surveiller les faits et gestes du résultat de ses expériences, et, puisque ceux-ci observaient un déclin fatal, Atum fut instamment informé de la situation. Lorsqu'il apprit la nouvelle, Atum alla enquêter personnellement sur les lieux, espérant trouver la cause de ce déclin, ce qui pourrait éventuellement lui permettre d'éviter l'erreur avec ses expériences à venir. Constatant rapidement que les quadribrachiums étaient prédisposés à subir des infarctus, Atum se rendit compte que la deuxième paire de bras qu'il était parvenu à donner à ces créatures était trop rapprochée du cœur, ce qui pouvait facilement provoquer des obstructions artérielles au niveau de l'aorte. Ce fut un défaut de fabrication mortel. Atum avait déjà remarqué cette prédisposition alors qu'il effectuait encore des manipulations génétiques sur les premiers sujets, et avait cru le régler, mais la modification génétique qu'il avait apportée avait fini par s'estomper au fil des générations, ce qui avait fait ressurgir le problème. Peu de temps après, tous les individus de la nouvelle espèce moururent, ne laissant derrière eux que quelques constructions éphémères qui eurent tôt fait de disparaître complètement, laissant la vie primitive qui se trouvait déjà sur la planète à nouveau tranquille. Indisposé par cet échec, Atum décida de reproduire exactement la même race à partir de sujets différents et en s'assurant bien sûr que le problème des arrêts cardiaques soit définitivement réglé. Lorsqu'un nombre suffisant d'individus fut prêt, la seconde version des quadribrachiums fut emportée sur la planète qu'avait choisie Atum lors du premier essai. Puis, à la dernière minute, Atum fit une dernière modification permettant de prolonger leur existence. Cette modification réduisit leur capacité cognitive et condamna l'espèce à régresser au stade d'Homo habilis. Ainsi, ils se concentrèrent plutôt sur leur propre survie, ce qui évita qu'ils songent à partir des empires capables d'emporter toute la race lors de leur chute. Pour l'instant, du moins. Chapitre 17. À la suite du succès que fut la deuxième version des quadribrachiums, Atum gagna en confiance et décida qu'il pouvait passer au niveau suivant sans trop de difficultés. À force de faire des expériences génétiques, il avait gagné en connaissance et pouvait manipuler les gènes humains habilement. Un autre élément qui pouvait rendre cet art complexe était la quantité d'informations qui se trouvait dans l'ADN. Le code génétique n'avait plus aucun secret aux yeux d'Atum, mais pour ce qui était de l'ADN en elle-même, il avait encore de la difficulté à s'y retrouver. Même si ses capacités d'analyse étaient hautement supérieures à celles que pouvait physiquement posséder un humain,
il lui arrivait tout de même de chercher parmi les doubles hélices et de passer à côté de ce qu'il cherchait. Identifier les acides aminés correspondant à l'action voulue n'était donc pas une tâche facile, surtout en sachant que la plupart des bases azotées n'avaient absolument aucune utilité et n'étaient que les déchets témoignant de formes passées qu'avaient prises les ancêtres des humains au cours de quelques derniers millions d'années. Mais malgré la difficulté de la tâche, Atum était prêt à faire des manipulations génétiques. Mieux encore, il avait l'intention de créer lui-même ses propres séquences d'ADN afin d'ajouter de toutes nouvelles caractéristiques aux êtres humains. Pour ce faire, il imagina un projet similaire au précédent, mais bien plus ambitieux. Celui-ci consistait en une succession de modifications génétiques permettant au sujet humain de retrouver une apparence animale. La seule différence serait qu'au lieu du classique modèle de créature simiesque, Atum adapterait les corps humains à une planète qui ne correspondait pas tout à fait aux standards d'adaptabilité que nécessitaient les primates. La planète en question était elle aussi l'invention d'Atum et consistait exclusivement en une nappe d'eau de 5 mètres de hauteur, sous laquelle on retrouvait la terre ferme. Bien sûr, il y avait quelques arbres et quelques animaux aquatiques d'origine terrienne pour leur permettre de survivre. Mais même les arbres seraient plantés dans ces 5 mètres d'eau. Aucune terre sèche ne serait à disposition. Il n'y aurait ni continent, ni île, ni activité volcanique, seulement un océan infini d'une banale profondeur. Si la faune ne nécessitait aucune modification pour y survivre, les arbres durent être quelque peu modifiés, mais cela ne représentait aucun problème pour Atum, car les modifications nécessaires étaient légères en comparaison à ce qui devait être fait sur les humains. En ce qui les concernait, Atum eut un peu plus de difficultés. Son plan était de les faire évoluer vers une sorte de quadrupède herbivore, possédant des pattes suffisamment longues pour garder leur tête hors de l'eau. En outre, l'espèce posséderait un cou suffisamment long pour aller cueillir les fruits des arbres semi-aquatiques. On pourrait donc les comparer à des girafes, mais avec une carrure bien plus imposante, puisque la pression et la gravité qu'ils subiraient sous l'eau seraient supérieures à ce que devaient endurer les êtres terrestres. Chapitre 18. C'est donc dans cet étrange projet qu'Atum se lança. Jamais il ne lui vint à l'idée qu'il lui était possible d'essayer de créer ses propres séquences d'ADN sur un animal moins complexe que l'humain. À ses yeux, il y avait peu de différence entre tenter l'expérience sur un humain et l'essayer sur une blatte. Même d'un point de vue moral, les deux espèces ne faisaient presque aucune différence, si ce n'est que les humains avaient une âme. Mais même là, Atum considérait que c'était une âme sous-développée et ayant une conscience infiniment inférieure à la sienne. Après des milliards d'années d'exploration de l'univers et de réflexion intensive sur toutes les questions existentielles possibles, les Elohim avaient développé un hermétisme émotionnel encore inégalé, et Atum ne faisait pas exception à la règle. Il était complètement détaché du reste de la création, et n'aurait donc pas pu comparer son âme à celle d'un vulgaire animal comme l'humain, ne serait-ce que pour une fraction de seconde. Malgré cela, il ne souhaitait pas faire d'erreurs qui auraient pu être évitées et ne dépensait donc pas de vie inutilement lors de ses expériences. Même le premier sujet de cette expérience fut modifié avec soin, et Atum prit attention à ne pas l'abîmer. Ce qui représentait la plus grande difficulté, c'était la transformation du corps relativement frêle des êtres humains en une carcasse de quadrupède large et charnue. Les organes internes ne furent pas l'objet de modifications outre mesure, puisque, à part pour les poumons et le cœur, qui devaient augmenter en rendement, l'organisme humain convenait bien pour le fonctionnement de cette nouvelle espèce. Après plusieurs essais infructueux, Atum parvint à trouver une forme adéquate que pourraient adopter les hommes des marais. Puisqu'ils étaient parvenus à créer une espèce viable lors du dernier projet, il n'eut qu'à réitérer l'expérience pour celle-ci et à apporter quelques modifications pour que les séquences d'ADN réutilisées soient compatibles avec la nouvelle espèce. Puis, lorsque toutes les manipulations furent faites et qu'un bon nombre d'individus avaient atteint leur maturité à bord du vaisseau garderie, ils furent tous envoyés sur la planète Marée, qui avait été terraformée au préalable et sur laquelle quelques générations d'arbres aquatiques et de poissons avaient déjà eu le temps de se succéder. Avec les hommes des marais, la biosphère était complète et l'unique écosystème de la planète fut refermé. Contrairement aux hommes à 4 bras, résultant de la dernière expérience d'Atum, les hommes des marais avaient gardé leur intelligence et leur âme étaient restés intacts.
D'un point de vue purement intellectuel, ils n'avaient pas été altérés, ce qui représentait donc l'unique part d'humanité qu'il leur restait. Malheureusement pour eux, aucun livre de sciences, de mathématiques, de philosophie ou de langue ne fut apporté sur la planète afin qu'ils puissent partir sur de bonnes bases. Ils entrèrent donc dans une sorte de Moyen-Âge sans fin, duquel ils ne pouvaient sortir, faute de moyens. De plus, lors des manipulations génétiques, Atum s'était assuré que leur langue et leur mâchoire fussent modifiées afin de mieux correspondre avec le régime de l'espèce. Ainsi, il leur était impossible de communiquer de manière efficace, ce qui ralentit encore plus leur avancée en tant qu'espèce. À vrai dire, ils étaient totalement bloqués par cet obstacle, ce qui les condamna à attendre l'évolution pour qu'elle leur redonne la parole. Chapitre 19. Mais si les hommes des marais pouvaient être considérés comme un échec aux yeux des humains et de leurs diverses progénitures modifiées, c'était tout le contraire pour Atum. Pire encore, il considéra les hommes des marais comme une réussite complète. Bien qu'à certains instants durant le projet, il se vit affronter des difficultés considérables, il avait pu passer au travers de chacune d'entre elles avec un succès indéniable, et, comble du malheur, cela l'incita à poursuivre ses expériences. Pour commencer, il alla chercher un nouvel échantillon d'humains sur Terre. Durant les quelques siècles qu'avait employé Atum pour faire ses expériences génétiques, l'échantillon d'humains qu'il avait utilisé avait été placé dans un vaisseau dédié à leur élevage. Ainsi, plusieurs générations d'humains de laboratoire s'étaient succédées à partir des 100 premiers individus enlevés, ce qui avait peu à peu transformé la population en un mélange homogène où chaque personne était apparentée aux autres. Peu à peu, la consanguinité devint inévitable et donna naissance à des êtres humains dysfonctionnels qui ne pouvaient tout simplement pas servir au projet d'Atum. Il lui fallait donc aller chercher du sang neuf sur Terre afin de repartir un élevage à neuf. Lorsque cela fut fait et qu'une centaine d'individus furent enlevés, Atum dut chercher une nouvelle planète sur laquelle placer le fruitier Pulsion démiurge. Si les planètes habitées se faisaient rares, les planètes habitables étaient communes dans l'univers, et il ne fallait pas aller chercher bien loin pour en trouver. Ainsi, Atum et sa flotte choisirent un système planétaire à proximité de celui duquel étaient nés les premiers humains, dans lequel se trouvait une planète ayant toutes les caractéristiques nécessaires pour faire fleurir la vie. Cette fois-ci, Atum n'eut même pas à terraformer la planète, comme il l'avait fait pour les hommes des marais. La planète en question était entièrement recouverte d'eau et ne laissait que quelques îles volcaniques percer la monotonie de l'étendue d'eau sans fin. En raison de la forte activité volcanique que subissait constamment la planète, le paysage marin et terrestre était particulièrement agité, même pour le règne minéral. Des rocs d'un gris austère se dressaient sous l'eau, comme à la surface, tentant d'atteindre les hauteurs dans un empressement qui laissait au passage des milliers de petits pics rocheux et massillés, donnant au décor un relent spectaculairement pittoresque. C'est dans ces montagnes sous-marines grandiloquentes qu'Atum installa sa nouvelle création, les hommes des mers. Pour leur tenir compagnie, Atum fit aussi aller chercher les meilleurs spécimens de chaque vivant animal et végétal marin en provenance de la Terre. Rapidement, la planète fut peuplée par cette myriade d'espèces, ce qui rendit le paysage de la planète encore plus spectaculaire qu'auparavant. Mais ce qu'il y avait de plus fantastique sur cette planète, c'était sa spécialité, les hommes des mers. Ces grands mammifères sociaux étaient dotés de 2 nageoires caudales, ce qui venait remplacer les 2 jambes des humains. En outre, les bras avaient été remplacés par 2 nageoires pectorales, semblables à celles qu'arboraient les dauphins. Alors que le visage humain n'encourut aucune altération majeure, les organes internes subirent un réarrangement complet afin de laisser place à des poumons capables de garder les hommes des mers sous l'eau pendant une dizaine de minutes. Peu de temps après la mise à l'eau des premiers individus de la race, Atum se désintéressa d'eux et passa à autre chose. Chapitre 20. Entre 2 projets de modification génétique, Atum décida qu'il était temps de se reposer un peu, tout en créant un nouvel ersatz humain qui saurait le divertir. Dans cette optique, Atum décida de créer les hommes métalliques, une espèce d'humain mi-homme, mi-machine, dont la force et l'intelligence seraient décuplées. La manipulation des gènes était un sujet qu'Atum appréciait tout particulièrement,
mais cela lui demandait une quantité considérable de travail. Créer la vie à partir d'un organisme déjà existant étant son sujet de prédilection, il décida d'unir ces deux restrictions afin de créer un projet amusant. C'est donc ainsi que commença le processus de création des hommes métalliques. Atum débuta en allant dans sa fabrique de robots, là où il pourrait trouver un moyen de mélanger organique et robotique. Le réel défi était dans cette union contre nature du règne animal et minéral. Les prothèses robotiques allaient devoir remplacer les membres humains tout en réagissant aux bons stimulus. Le corps humain étant un engin complexe, Atum commença par trouver un moyen de traduire les influx du système nerveux central en un message numérisé et simplifié qu'un organe informatique pourrait comprendre. Cette étape dura de nombreux mois, durant lesquels Atum regretta légèrement son entreprise. Malgré tout, il poursuivit ses recherches, sachant que cette partie serait la plus ardue. Il remplaça alors les bras et les jambes humaines par des prothèses en tout point supérieures aux membres originaux. Lorsqu'il parvint à optimiser le transfert d'informations entre l'informatique et l'organique, Atum passa à l'étape suivante. Il remplaça ensuite des parties de cerveau par des intelligences artificielles symbiotiques qui fusionnèrent avec le cerveau humain et décuplèrent ses capacités intellectuelles. Une fois que cela fut fait, les hommes métalliques devinrent l'espèce la plus intelligente qu'Atum n'ait jamais créée. Les hommes métalliques devaient aussi être des systèmes indépendants, capables de se réparer sans aide extérieure. Ils allaient devoir se nourrir de la même manière que tous les autres vivants, sans nécessité d'énergie autre que celle des aliments organiques. En outre, les hommes métalliques devaient être capables de se reproduire tout en gardant leurs propriétés métalliques. Pour ce faire, Atum se vit dans l'obligation de déroger à la règle des aliments organiques. En effet, Atum dut faire des modifications cérébrales qui permettraient de reprogrammer les grossesses afin de rendre l'ingestion d'aliments métalliques nécessaire au développement des fœtus. Ainsi, aucune intervention artificielle ne serait nécessaire à l'accroissement de l'espèce. Cette modification entraîna aussi quelques changements au niveau digestif, tels que des prothèses métalliques qui remplacèrent la mâchoire, l'œsophage, l'estomac et les intestins. Après ces modifications, les hommes métalliques furent fin prêts à être envoyés dans la nature. Le projet n'étant qu'un simple passe-temps, annexe aux modifications génétiques, Atum décida de ne pas modifier ni de créer de nouvelles planètes pour sa création. Au lieu de cela, Atum envoya les hommes métalliques sur une planète identique à la Terre, se trouvant à 2700 années-lumière du système solaire. Atum n'avait pas l'habitude de séparer ses projets à de telles distances, mais il finit par se résigner à cela, voyant que s'il voulait rapprocher les hommes métalliques aux autres ersatz humains, il allait devoir terraformer une autre planète. Les hommes métalliques furent donc envoyés sur Kepler 69c, avec une poignée d'autres espèces terrestres qui permirent de peupler la planète et semer la vie à travers la galaxie.